Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue à notre webinaire Experts dans le ring, présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce en partenariat avec PwC. Mon nom est Laurie Bélanger et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis présentement à l'EEB, alors on est en train de livrer un séjour intensif à 30 entrepreneurs. Alors, l'école est très vibrante et bien remplie aujourd'hui. Je me trouve d'ailleurs dans la salle de notre expert, commanditaire, partenaire depuis très longtemps, PwC, alors à leur couleur. Ce midi, on parle de l'avenir de la fonction finance avec un expert. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un sujet qui est vaste? Oui, peut-être mystérieux pour certains d'entre vous, mais ô combien pertinent pour vous, les chefs. Alors, d'un côté, les chefs des finances veulent accélérer l'automatisation, l'adoption de nouvelles méthodes de travail. Mais de l'autre côté, selon le Harvard Business Review, seulement 44% des hauts dirigeants sont satisfaits de la performance de la fonction des finances dans leur entreprise. Alors, pour vous en parler ce midi et démystifier le tout, je reçois M. Benoît Auger, associé et leader en transformation de la fonction finance pour le Québec chez PwC. Bonjour Benoît. Benoît a plus de 25 ans d'expérience. Il a travaillé dans plusieurs industries, auprès de plusieurs organisations et entreprises pour les accompagner dans les changements technologiques dans leur fonction finance. Alors, bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour Laurie, merci. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu et d'entrer dans le ring. Ça fait plaisir. Benoît, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton expertise, de ce que tu fais chez PwC? Comment tu accompagnes les organisations? Oui, tout à fait. On t'a dit, ça fait 25 ans que je fais ça, donc j'ai vu quelques projets de transformation à travers les années. Puis écoute, chez PwC, bon, comme les grands cabinets, on a une branche d'audit, une branche de fiscalité, puis une branche de consultation. Moi, je suis dans la branche de consultation spécialisée, puis moi, je me spécialise en transformation de la fonction finance. Je suis comptable de formation. Cependant, évidemment, ma spécialité, c'est la transformation. Fait que c'est sûr que je ne suis pas un expert du traitement comptable, je ne suis pas un expert de qu'est-ce qui est déductible ou pas, et ainsi de suite. Mon expertise se situe, dans le fond, à aider les organisations, les fonctions finances, à réfléchir sur comment elles peuvent être plus efficientes, comment elles peuvent augmenter leur valeur pour leur organisation. Donc, on le fait habituellement à travers de différentes façons. Donc, on regarde l'organisation du travail, comment les gens sont structurés, on regarde des processus, s'assurer que les processus sont efficients, puis on regarde aussi les outils, les systèmes, pour être sûr que les organisations ont les meilleurs systèmes qui conviennent à leurs besoins, puis qu'ils les utilisent de la bonne façon. C'est un petit peu ça qu'on fait. Parfait. Merci, Benoît. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous devez aller dans le Q&R. Alors, pour nous adresser vos questions, comment ça va se dérouler? C'est qu'on a 10 questions pour M. Auger qui sont adressées par nos entrepreneurs athlètes de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis, on va prendre les questions du public, si possible, tout au long du premier 30 minutes, qui se veut des questions et des réponses un peu laser, comme on dit dans notre langage. Donc, sinon, on y reviendra à la fin pour le dernier 30 minutes où on pourra avoir une période d'échange avec vous. Benoît, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on part. On démarre ce webinaire. Alors, la première question, d'abord, Benoît, de façon générale au Québec, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire ce changement? Est-ce qu'on est en retard et pourquoi? Oui. Premièrement, peut-être avant de dire si on est prête, peut-être définir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par Ouais. transformation de la fonction finance. Parce que moi, je pense qu'une fonction finance se doit d'être en constante évolution, chercher à s'améliorer de façon quotidienne dans nos façons de faire. Pour moi, faire une transformation, c'est quand on réalise qu'on a vraiment un échelon supérieur à aller chercher. On a vraiment un step-up à faire, puis qu'on met en place, dans le fond, un projet ou un programme pour aller chercher des gains de façon un peu plus rapide, plus organisée, de façon plus marquée. Fait que pour moi, c'est un peu ça la transformation finance. Euh, Est-ce qu'on est prêt? Ça varie beaucoup d'une organisation à l'autre. Euh, je pense que, puis, j'échange beaucoup avec des collègues à l'international qui font exactement la même chose que moi chez PwC.
Puis si on regarde, par exemple, entre autres aux États-Unis, en Europe, en Australie, je pense qu'on est un petit peu en retard en toute transparence. Il y a certains concepts de gestion financière qui sont plus avancés dans ces pays-là, puis qui commencent à être déployés, alors que chez nous, quand on en parle, des fois, c'est encore un petit peu ésotérique, là. Tu sais, je pense, par exemple, à l'intelligence artificielle. Ouais. Tout le monde en parle, mais comment qu'on applique ça vraiment dans le concret à la finance? Ouais. Ici, c'est pas encore, justement, tout le monde, les gens le regardent comme si c'était encore très loin, alors que moi, j'ai des collègues en Europe qui en font, qui déploient de l'intelligence artificielle adaptée à la fonction finance. Fait que je pense qu'on est un petit peu en retard. Le pourquoi, euh, je pense qu'on a une très, très grande attention au coût. Ouais. Fait qu'on regarde vraiment combien ça va coûter tout ça. Là, il y a une partie qui est culturellement peut-être, puis il y a peut-être une partie aussi qui est due aux gestionnaires financiers. Je pense que pour vouloir investir dans une fonction finance, je pense qu'il faut que la fonction finance ait démontré sa valeur. Euh, Est-ce qu'on l'a toujours fait par le passé? Ça reste à voir, tu sais, mais c'est pas toutes les fonctions finance qui agissent en tant que partenaire d'affaires qu'en tant qu'aviseur. On a encore des fonctions finance qui agissent en tant que bon vieux comptable pour expliquer les Ouais. résultats passés. Fait que tant qu'on regarde vers le passé, c'est sûr que c'est moins tentant d'investir dans une fonction finance. J'ai une question qui me vient juste par la bande. Est-ce que tu penses que, quand tu regardes à l'international, est-ce que la fonction finance, comme ça, tu me parles d'intelligence artificielle, est-ce que c'est parce que c'est des très grandes organisations puis qu'au Québec, on a beaucoup de PME? Y a-t-il un lien à faire avec un peu notre retard? Je pense que oui, il y en a un lien, mais je pense qu'il n'y a pas juste ça. Parce que même quand je regarde les grandes entreprises québécoises, euh, je veux dire, par exemple, Excel domine encore, même dans les grandes entreprises. Tu sais. Fait que, mais oui, il y a une partie de la taille, parce que tu sais, quand je parle d'intelligence artificielle, c'est certain que, bon, j'ai entre autres en Allemagne, j'ai des collègues là, qui en font pas mal. Tu sais, si on allait voir les PME en Allemagne, je ne suis pas sûr qu'elles font d'intelligence Ouais. artificielle, là, pour être totalement Ouais. honnête. Là. Ouais. Mais je pense qu'on accuse quand même un certain retard. OK. Ça m'amène à la deuxième question. Comment on fait pour savoir que l'entreprise et l'entrepreneur aussi, donc le chef, sont prêts à débuter cette transformation-là de leurs finances, de leur fonction finance? Ouais, mais je pense que ça prend un élément déclencheur. Je pense qu'on ne se lève pas un matin en se disant ben, je vais transformer ma fonction finance, mais pourquoi? Tu sais? Ouais. Vraiment, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, puis il peut en avoir différents. Ça peut être, ben, écoute, les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. Au fur et à mesure que mon organisation a de la croissance, ben, la fonction finance, elle a une croissance égale, ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, on devrait être capable d'absorber un peu de croissance, puis oui, croître, mais avec une vitesse un peu moindre. Euh, Ça peut être aussi simple que je suis tanné de poser des questions sur la rentabilité de tel produit ou tel client. Puis à chaque fois que je pose une question, ça prend 3 semaines pour avoir une réponse qui fait du sens. Ça peut même être, écoute, il y a des erreurs souvent où il est arrivé une fraude, mais ça prend un élément déclencheur pour dire, OK, là, on se transforme. Un autre élément déclencheur que j'ai vu souvent, c'est quand on a un nouveau dirigeant financier. Souvent, la personne amène une nouvelle vision, amène des choses qu'elle a vues ailleurs. Là, ben, souhaite un peu aussi laisser sa marque sur l'organisation. Donc, enclenche un programme de transformation. Euh, L'autre chose à regarder, c'est en tant que dirigeant, même pas dirigeant financier, mais entrepreneur, est-ce que je suis prête à faire de la place? Est-ce que je suis prête à avoir une fonction finance qui va être un aviseur, qui parfois va me challenger dans mes décisions, ou est-ce que je suis plutôt satisfait d'avoir une fonction finance qui agit comme un bon comptable, où que, bon, tout est bien fait, tout est clean, mais en même temps, c'est pas eux qui me challenge. Oui. Très intéressant ce que tu dis, puis cette notion-là de travailler en collaboration, les équipes des finances, les équipes des opérations, il y a le leader, tu sais, qui peuvent, oui, comme tu dis, avoir de la difficulté à collaborer. Il faut aligner encore une fois les objectifs vers où on va. Alors, peux-tu nous parler un petit peu sur quoi
ça doit s'asseoir justement la fonction finance pour s'assurer de créer de la valeur, d'avoir une bonne performance. À l'EEB, on parle beaucoup de vision, de valeur. Est-ce que tu as... qu'est-ce que ça te dit, ça? Oui, puis c'est le genre de choses qu'on entend souvent. Souvent, surtout dans les fonctions finance qui ne se sont pas transformées puis qui sont un peu tournées vers l'arrière, euh, on entend souvent qu'il y a des conflits avec les opérations, avec les ventes, même avec la direction générale. Euh, Parce qu'on se dit, ben, la finance, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est gérer les risques. Puis il y a du danger tout partout. Puis je pense que, premièrement, il faut présumer que tout le monde est de bonne foi. C'est peut-être juste que les gens focalisent sur certains aspects différents. Euh, Puis je pense qu'il y a des dirigeants financiers qui focalisent peut-être un petit peu trop sur les risques, focalisent peut-être un petit peu trop sur l'aspect comptable des décisions financières à prendre. Puis écoute, je serais tenté de te partager. Il y a 4 rôles dans une fonction finance habituellement qu'on voit, là. Tu sais, le premier, oui, c'est le gardien de valeur. Fait que c'est le rôle de protéger les actifs de l'organisation, de voir les risques, puis de protéger l'organisation dans son ensemble. Tu as l'opérateur. Fait que c'est, dans le fond, traiter les transactions financières. Tu sais, traiter aussi simple que traiter les comptes à payer, saisir les factures, et ainsi de suite. Là, mais l'objectif, c'est d'être le plus rapide, le plus efficient possible. Tu as le partenaire d'affaires, qui est évidemment le rôle d'aviseur à l'organisation puis à l'entrepreneur. Puis même maintenant, on est rendu qu'on pense au rôle d'innovateur. En tant que dirigeant financier, tu te dois d'innover, ne serait-ce que sur comment tu gères la fonction finance, tu sais, pour pouvoir automatiser, utiliser les données, ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que les cas où il y a des conflits entre opération, vente et la finance, c'est des cas où il n'y a pas une bonne balance entre les 4 rôles. Puis la fonction finance occupe un très, très grand rôle de gestionnaire de risque, mais peut-être moins au niveau de partenaire d'affaires. Donc, on ne parle pas tout à fait le même langage. Ouais. Puis on regarde une décision à prendre avec la seule lunette des risques plutôt que de regarder, OK, mais ça fait quoi sur l'ensemble de l'organisation, cette décision-là? Oui, il y a des risques. Est-ce qu'on peut les mitiger? Mais c'est quoi l'opportunité qu'on vise? Qu'est-ce qu'on vise à faire? Fait que pour ça, tu parlais de vision. Je pense que c'est un élément qui est fondamental. C'est quoi la vision de l'organisation? Puis la décision qu'on est en train de regarder pour prendre, qu'on discute alentour de la table, est-ce que cette décision-là nous amène dans la direction de la vision de l'organisation? Puis à ce moment-là, je pense qu'on trouve des points communs, puis on trouve un chemin commun pour l'ensemble de l'organisation. Est-ce que tu peux me parler, je vois la question suivante, c'est quoi les grandes tendances que tu observes? Tu parlais de beaucoup de clients en Europe, à l'international, peut-être les grandes tendances que tu vois un peu ailleurs, puis au Québec, qu'est-ce qui se passe présentement? Ouais, je te dirais que d'un point de vue des grandes tendances, ça se ressemble pas mal à l'international, puis au Québec, puis au Canada. C'est plus le niveau d'avancement qui est un peu Ouais. différent. Euh, la très, très grande majorité des dirigeants financiers ont l'objectif d'avoir une fonction finance qui vise davantage le partenariat d'affaires. Ça, c'est vraiment la grande tendance qu'on observe. Euh, Même quand on parle d'efficience puis d'optimisation de processus, la très grande majorité des organisations, l'objectif, en tout cas à ce jour, c'est beaucoup moins maintenant de réduire les coûts, c'est beaucoup plus de générer de la capacité pour avoir le temps d'être un partenaire d'affaires, puis avoir le temps pour interagir avec la business. Fait que ça, c'est une des grandes tendances. Au niveau technologique, parce qu'on ne s'en sort pas, là, en finance, on revient rapidement à la technologie, il y a évidemment l'info nuagique. Fait que tous les outils cloud, maintenant, une très, très grande majorité des outils financiers, j'allais dire, sont disponibles en info nuagique, là, mais c'est même plus que ça. Il y en a beaucoup maintenant qui ne sont disponibles qu'en info nuagique. Fait que c'est une des grandes tendances. Puis ça a des impacts quand même assez importants sur la fonction finance. Euh, on parle évidemment d'automatisation, de robotique, d'intelligence d'affaires, et ainsi de suite. Euh, Au niveau de l'organisation du travail, si on pense à l'être humain un peu qui Ouais. travaille dans une fonction Ouais. finance, une des grandes tendances qu'on observe, c'est la spécialisation. Parce que je parlais des 4 rôles, Ouais. ben, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui est capable de porter les 4 chapeaux.
Il y a des gens qui ont des profils pour être un peu plus des gestionnaires de risque. Il y en a d'autres qui ont des profils pour être des opérateurs, puis d'autres pour être des partenaires d'affaires. Fait qu'on s'est rendu compte, évidemment, dépendamment de la taille de l'organisation puis de la taille de la fonction finance, c'est sûr que c'est applicable euh, de façon plus ou moins appropriée. Mais c'est vraiment spécialiser les gens dans un rôle, puis même spécialiser les gens dans des processus. Fait que, si on prend un spécialiste de compte à payer, bien souvent, on va avoir un spécialiste de compte à payer pour, si on parle d'une organisation qui a plusieurs divisions ou plusieurs lignes de service, ben, la personne va faire des comptes à payer pour l'ensemble de l'organisation, puis quelqu'un d'autre va être spécialiste dans un autre processus. Est-ce que, encore une fois, une question qui me vient transversalement, est-ce que tu penses que nos universités qui forment ces futurs leaders-là sont prêtes? Est-ce que c'est ce qui se vit dans les universités? Est-ce que c'est ce qui prépare nos prochains leaders de la fonction finance? Ça dépend sur quels aspects. Euh, pour être honnête, je suis un peu surpris, moi, de la qualité au niveau de l'utilisation des technologies, euh, dans le sens où les jeunes qui arrivent sur le marché, je veux dire, ça arrive que des jeunes me montrent des choses d'un point de vue technologique, là, des nouvelles fonctionnalités Excel, la compréhension de comment structurer du data. Je pense qu'ils sont plus forts que, en tout cas moi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé. Les jeunes sont plus forts que ce que nous, on apprenait. Au niveau de la spécialisation, non, pas vraiment, mais honnêtement, c'est pas vraiment une attente parce que justement, à cet âge-là, les jeunes, je pense qu'on veut leur donner des connaissances de base fondamentales plus larges pour après ça découvrir eux-mêmes c'est quoi leur intérêt, puis c'est quoi leur force aussi. Puis après ça, ben, on les dirige dans différents domaines. Tu as parlé beaucoup de technologie, justement, de transformation technologique. On a parlé un petit peu d'innovation. Est-ce que tu aurais des conseils pour rester connecté aux technologies, justement, des différents marchés, de ses compétiteurs aussi? Est-ce que l'avenir de la fonction finance repose seulement sur la technologie? Tu as quand même parlé de l'humain. Est-ce que c'est possible d'innover sans technologie? Ouais. Euh, oui, c'est possible, mais pour être totalement transparent, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent par la technologie. Parce que si on pense aux trois grandes composantes, l'être humain, les processus, puis la technologie, maintenant, on est rendu à un point où c'est même difficile de dissocier les processus de la technologie. Parce qu'avec les nouveaux systèmes informatiques, c'est souvent le processus est très, très dicté par le système informatique. Puis en fait, c'est quand on ne le fait pas comme ça qu'on a des problèmes. C'est quand on essaie d'avoir des processus qui vont à l'encontre des systèmes, c'est souvent là qu'on se ramasse avec des processus qui sont complexes pour rien. Euh, Fait que oui, il y a des façons d'innover, puis encore là, il faut voir c'est quoi le cycle de croissance de l'organisation. Je parlais de spécialisation. Ben, si on a une fonction finance de 4 personnes, c'est peut-être un petit peu difficile d'avoir des grandes spécialisations. Mais au fur et à mesure que l'organisation et la fonction finance croient, ben, c'est là qu'on peut mettre en place plus de spécialisation, puis des rôles et des responsabilités qui sont différents. Fait que ça, c'est une façon d'innover dans sa fonction finance au fur et à mesure qu'on grandit. Euh, mais on revient assez rapidement à la technologie. Puis une des choses qui aide à suivre la parade, c'est vraiment, je parlais tantôt de l'info nuagique, euh, pour les outils financiers, c'est une bonne façon de rester à jour parce que en même temps, c'est un mal pour un bien. Euh, Moi, je fais tout le temps l'analogie quand on parle d'outils financiers info nuagiques, je compare ça à nos outils de courriel. Pour ceux qui ont des courriels sur Gmail ou sur Yahoo, ben, tu te réveilles un lundi matin, tu prends tes courriels, puis oups, l'interface est différente. Oups, il y a des nouvelles fonctionnalités. Mais l'info nuagique appliquée aux outils financiers, c'est un peu ça. Bon, c'est moins surprise. Là, je veux dire, les éditeurs avertissent à l'avance ça va être quoi les changements qui viennent. Mais en info nuagique, ces changements-là arrivent de façon continue, c'est au trimestre ou au semestre. Fait que ça force l'organisation de finance à s'adapter à ces nouvelles fonctionnalités. Fait que c'est un peu difficile parce que oui, il faut gérer ce changement-là en continu, sauf qu'en même temps, ça évite des choses comme on a vu où on a implanté un système financier il y a 15-20 ans, on n'y a pas touché, on ne l'a pas fait évoluer, nos processus n'ont pas suivi, on se retrouve en retard.
avec l'info nuagique, tu n'as comme pas le choix de suivre la parade à quelque part. Ouais. Ça force une évolution plus, en fait, une pente moins à pic, si je peux dire. Exact. Ça, c'est si on Ouais, le gère bien en toute transparence, là, ouais. parce que j'ai quand même vu des organisations qui ont essayé de ne pas suivre les Mm. évolutions de leur outil. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai une organisation en tête, ils ont dû faire un projet en urgence, là, parce qu'à un moment donné, où tu n'as comme plus le choix d'adopter les nouvelles fonctionnalités de l'outil, ben, ils ont été obligés de faire un projet en urgence pour dire, OK, là, paquet de nouvelles choses qui sont appliquées, là, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait sur nos processus. Tu sais. Donc, c'est peut-être l'exemple à ne pas suivre pour suivre. Mm. Est-ce que, parce que, tu sais, on parle, on t'a parlé d'équipe aussi, est-ce que, puis tu sais, la fonction finance, je veux dire, pour moi qui est aucunement une experte et sûrement plein d'autres qui sont avec nous, ça peut être très mystérieux. Fait que comment on fait pour le commun des mortels dans l'organisation pour que notre équipe parle le même langage pour vulgariser cette technologie-là? C'est tout un défi. Ouais, puis moi, je dirais technologie, mais même le langage financier. Parce que je pense que c'est important. Puis il y a un peu, tu sais, je pense, une responsabilité qui est commune. Tu sais, autant pour les gens des opérations, ventes, et ainsi de suite, et les gens des finances, de chercher à se comprendre, puis de chercher à parler le même langage. Tu sais. Euh, Puis l'idée, c'est pas d'essayer de faire des experts financiers de tout le monde dans l'organisation, mais au moins, tu sais, la couche de gestionnaire devrait avoir des notions de base en finance pour comprendre pourquoi on prend certaines décisions ou pourquoi on ne les prend pas. Puis, pour moi, c'est la responsabilité de la finance de partager ces connaissances-là, d'expliquer certains principes de base, comme par exemple la différence entre la comptabilité et de la comptabilité de caisse. Tu sais, parce que souvent, les gens pensent en comptabilité de caisse, mais c'est quoi la différence entre les deux, puis pourquoi c'est important de comprendre ça? Ayant dit ça, moi, je vois l'envers de la médaille aussi. Et la finance, je crois que c'est critique que les gens de finance essaient de comprendre les opérations. En tant que dirigeant financier, tu te dois de comprendre le marché dans lequel l'organisation opère. Tu dois te comprendre c'est quoi les inducteurs de coûts, les inducteurs de rentabilité de l'organisation et ainsi de suite. Fait que, tu sais, quand tout le monde est capable d'un peu parler le langage des autres, je pense que c'est là qu'on s'entend et c'est là qu'on avance de façon positive. Oui. Il y a une question qui nous vient de Marc-Antoine Cloutier qui demande euh, avec la complexification des équipes de direction, fait que des différentes structures organisationnelles, c'est quoi la place que devrait occuper la fonction finance dans le processus décisionnel d'une entreprise? Tu en as parlé un petit peu, mais si tu peux y revenir. Ouais, ben moi, je pense que c'est fondamental. Je pense que la finance a une place assez importante dans le processus décisionnel. Il faut faire attention que ce n'est pas la seule place qu'il y a à la table, mais je pense que c'est quand même Oui. important. Pour différentes façons, hein, pour différentes raisons et de différentes façons. Premièrement, si on regarde, admettons, je ne sais pas moi, un gros investissement, ben OK, qu'est-ce que ça fait au niveau fiscal, au niveau relation avec les banques? Même, est-ce que c'est un bon investissement pour nos prévisions futures? Gestion de risque. Souvent, dans les organisations, la gestion de risque devient une responsabilité de la finance. Je pense que c'est peut-être par notre profil de personnalité qu'on est habitué à Les penser à gérer bleus. ça. Les Ouais, bleus dans notre langage à l'école. c'est ça. C'est un peu, je pense qu'il y a un peu de ça Mm. aussi. Fait que je pense que les dirigeants financiers doivent prendre part aux décisions pour amener tous ces concepts-là. Aussi, une chose, c'est que souvent, la fonction finance a un rôle un peu transversal à travers l'organisation. Euh, des fois, on voit des discussions entre vente, marketing, les opérations, la production, et ainsi de suite. Je pense que parfois, la finance est capable de prendre un pas de recul, d'avoir une vue transversale euh, pour venir soutenir l'entrepreneur ou le dirigeant ou le président. Oui, moi, je pense que la finance devrait avoir une place assez importante à la table. Mm. La prochaine question vient d'une coach à l'EEB, Valérie Parent. Elle dit, qu'est-ce qui devrait être le plus important pour un gestionnaire, un leader? Est-ce que c'est son leadership ou sa compétence financière? La question qui tue. Ouais. Puis écoute, ça dépend. Tu sais, si on parle vraiment d'un gestionnaire et non pas d'un gestionnaire Ouais. financier, moi, je pense que c'est le leadership. Euh, pour moi, pour un dirigeant d'entreprise, le leadership, c'est, à mon avis, c'est fondamental. Euh,
Je pense que la compétence financière, c'est aussi très important, mais tu peux te l'adjoindre. Tu sais, justement, si tu as une bonne fonction finance, des bons dirigeants financiers qui peuvent être des bons aviseurs, je pense que tu peux t'en sortir si tu es un petit peu moins fort en finance. Mais j'ai de la misère à voir comment tu peux diriger une entreprise si tu n'as pas un très fort leadership. Oui, je dois dire que je suis d'accord. La question était juste pour le dire, mais c'est tellement important de savoir s'entourer des bonnes personnes. On n'a pas besoin d'être expert dans tout quand on est chef d'une entreprise, mais il faut avoir les bonnes personnes autour de nous. Exact. C'est quoi les risques de ne pas agir par rapport à toute cette transformation-là de la fonction finance? Y a-t-il des angles morts à considérer dans l'implantation aussi de ces nouvelles technologies-là? Ouais, tu sais, moi, je pense que le plus grand risque de ne pas agir, c'est d'avoir une fonction finance qui n'est pas adéquate pour les besoins de l'organisation quand on en a besoin. Euh, Parce que ça prend quand même du temps, tu sais, puis ça dépend encore là, c'est quoi l'objectif fondamental de la transformation. Tu sais, si l'objectif de la transformation, c'est de passer d'une fonction finance qui est à vrai dire, des comptables qui regardent le passé, puis qu'on veut passer une fonction finance qui est vraiment un partenaire d'affaires, ben tant que tu n'en as pas de besoin, tu peux t'en sortir. Mais le jour où tu as une grosse décision d'affaires à prendre, genre acquérir un compétiteur ou acquérir un actif important, tu sais, le genre d'actif que si tu manques ta shot en bon québécois, ben, tu pourrais mettre en péril l'organisation, ben, ce jour-là, il faut que le chiffre, tu l'aies déjà fait pour avoir la finance à la table qui peut vraiment t'aider. C'est pas ce matin-là que là, tu dis, ouais, là, j'aurais besoin d'un partenaire d'affaires, mais j'ai jamais pris les j'ai Les jamais posé les décisions. bonnes actions pour y Ouais. arriver. Il est un peu tard, tu sais. Au même titre que moi, j'ai vu à quelques reprises des organisations qui ont connu une forte croissance rapide, que la fonction finance n'a pas suivi. Puis là, ben, par exemple, des grosses erreurs dans les états financiers ou encore pire, de la fraude, ben là, plutôt que d'avoir fait une transformation avant, tu te retrouves en gestion de crise après. Pour moi, il est là le risque de pas agir quand c'est le temps. Oui. Fait que bien connaître son marché, essayer d'anticiper justement les grandes, en même temps des opportunités, parfois ça se présente, on ne l'a pas nécessairement vu venir, mais pour être prêt à ça, je comprends que ben, tu parlais de suivre l'évolution des différents outils qui sont à disposition, mais il en reste pas moins que ça risque d'arriver qu'il y ait ce step-là à prendre dont tu parlais. Ouais, puis, tu sais, je pense ce qui est important, c'est que la fonction finance s'adapte avec l'organisation dans laquelle elle opère. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une fonction finance d'une start-up ou d'une PME ne sera pas la même que d'une grande entreprise, mais il faut que l'évolution se fasse en parallèle pour répondre aux Ouais. besoins de l'organisation. Mm. Souvent, on parle du fameux big data, là, qui est un mot qu'on a entendu, qui n'est pas nouveau, mais Ouais. qui continue un petit peu d'être là. Alors, comment on fait pour s'assurer, tu sais, toutes ces données-là qu'on va recueillir pour bien sélectionner celles qui sont pertinentes pour notre fonction finance, pour notre organisation, pour les gestionnaires? C'est une question qui nous vient de Nicolas Fournier. Ouais, puis c'est un peu drôle parce qu'on voit souvent dans les organisations, même dans les plus grandes où il y a beaucoup de données qui est disponible, parfois c'est un peu comme une solution qui se cherche un problème. Tu sais. On a plein de données, là, puis tu sais, souvent l'analyste qui joue dans les données là, est tout content d'avoir sorti un nouveau rapport ou d'avoir trouvé quelque chose. Là. Puis là, ben, il sort du bureau, puis c'est comme si personne n'écoute parce que ça intéresse personne. Moi, je pense qu'il faut revenir aux besoins. Mm. Euh, c'est quoi les décisions d'affaires qu'on a besoin de prendre puis pour lesquelles on pense qu'on a des angles morts? Euh, Est-ce qu'on comprend bien la rentabilité de nos produits? Est-ce qu'on comprend bien la rentabilité de nos clients? Qu'est-ce qui fait bouger la rentabilité? Euh, Nos coûts augmentent. Pourquoi nos coûts augmentent? Est-ce qu'on a de l'information par rapport à ça? Moi, je parle tout le temps, c'est quoi le besoin d'affaires? Puis après ça, je vais essayer d'aller creuser dans les données pour voir est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on a même les données qui sont disponibles? Puis si on ne les a pas, ben, l'exercice, c'est plutôt d'aller chercher les données que d'essayer de structurer les données qu'on a déjà, mais qui répondent à des besoins qui ne sont pas là. Fait que vraiment, partir besoin d'affaires, décision d'affaires, comment qu'on peut être pertinent à la table de gestion, à la table de décision. Je pense que c'est par là qu'il faut le prendre. Mm.
Benoît, tu es un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup. Je vois quelques questions du public dans le chat. J'aurais le goût de te demander, juste avant qu'on nous passe, si tu avais un conseil à donner peut-être à une entreprise justement qui doit faire quand même, qui réalise, OK, j'ai un step à prendre, ce serait quoi ton meilleur conseil? Ben, moi, je pense que ça part vraiment du diagnostic. Puis, tu sais, honnêtement, quand on fait des interventions dans les organisations, la plupart du temps, on part du diagnostic parce que tu veux être sûr d'agir sur le vrai problème. Euh, Est-ce que ce sont les gens? Est-ce que c'est la compétence des gens qui est en question? Est-ce que c'est l'organisation du travail? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'outils? Euh, Puis je pense que parfois, c'est bon d'avoir un œil un petit peu externe. Puis quand j'ai un œil externe, je ne parle pas nécessairement juste de consultant. Tu sais, ça peut être l'entrepreneur qui a un œil externe sur sa fonction finance, mais qui va creuser un peu plus pour vraiment trouver c'est quoi les problèmes ou les enjeux qu'on doit solutionner. C'est quoi les objectifs que j'ai sur lesquels la finance ne m'aide pas présentement. Je pense que c'est vraiment par là qu'il faut le prendre parce que je trouve que parfois, c'est un peu facile de dire, bon, on va implanter un nouveau système puis tout va se régler. Ça se peut, mais c'est pas toujours juste ça. Mhm. Merci beaucoup, Benoît, de t'être prêté au jeu. Alors, ceux qui sont avec nous, si vous avez des questions, écrivez-nous dans le chat. Puis, en fait, ce qu'on fait, c'est que si vous voulez bien, on peut vous inviter à ouvrir votre micro, pardon, pour adresser directement vos questions à Benoît. J'ai un commentaire de Patrick Messier. Patrick Messier de la C1, un vieux de la vieille, la première cohorte qui est passée à l'école. Patrick dit plutôt que compétences financières, je suis d'avis qu'un leader devrait au moins avoir un certain niveau de littératie financière pour comprendre ce que les gens de la fonction finance font et apportent à l'organisation. C'est intéressant. Ouais, Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? ouais, ben, je suis tout à fait d'accord parce que, tu sais, dans chaque décision d'affaires qu'on prend, oui, il y a un impact financier, mais il y a aussi un impact comptable. Puis je pense qu'il faut comprendre les deux. C'est quand on est capable de comprendre les deux à haut niveau, là. Mais c'est quand on est capable de comprendre les deux qu'on est capable de prendre vraiment la meilleure décision, tu sais. Euh, Fait que ouais, je suis 100% d'accord avec le commentaire. Hmm. J'ai une question de Julien Campeau. Julien, si tu es avec nous, est-ce que tu veux adresser ta question, ouvrir ton micro? Oui, bonjour. Bonjour, Julien, on t'entend bien. Bonjour. Oui, bonjour, enchanté. Donc, dans le fond, moi, ma question, je suis un peu présent pour ça aujourd'hui. Là, on est une entreprise là, qui a commencé il y a 2 ans. Notre chiffre d'affaires évolue très rapidement, là, 1 million, 2 millions, puis là, on pense à la 20. Là. Donc, c'est un gros pas cette année en construction. Puis, un des défis qu'on a, justement, c'était les finances et la comptabilité. On a des gens là, qu'on engage qui s'en viennent nous aider, mais j'entends de plus en plus parler de tout ce qui est automatisation, au niveau, là, justement, là, même dans la compagnie de construction, au niveau du bon de commande, qui va même avec les rendez-vous, qui va avec la facturation, qui va avec. Donc, j'essaie de voir, puis là, on est beaucoup dans le trouver le bon logiciel. On était avec Sage pour notre comptabilité. Je pense que Sage, il y a ses limitations, c'est ce qu'on peut voir au niveau des chiffres. On ne veut pas non plus avoir des tableaux qui finissent plus, mais on va avoir quelque chose d'automatisé, puis aussi qui nous donne aussi un certain chiffre sans avoir le logiciel là, pour la grande entreprise. Donc, je voulais voir si vous aviez un conseil là, pour nous, là, pour une entreprise comme ça, sur le type de logiciel ou d'application ou autre là, qui serait recommandé. Là. Il y en a plusieurs sur le marché, là, donc. Ouais. Ben, le conseil que je pourrais donner, puis en toute transparence, je ne suis pas un expert des systèmes pour petites entreprises, mais la chose la plus critique là, quand on choisit un système, c'est vraiment de documenter ses besoins, puis documenter ses requis. Puis c'est quoi les. Parce qu'il y a tout le temps, puis là, excusez-moi mon anglicisme, là, Laurie, tu pourras peut-être m'aider sur le terme français, mais c'est quoi les nice to have, puis c'est quoi les must have? Euh, Parce que souvent, les organisations s'engagent dans une réflexion, n'ayant pas différencié les nice to have, les must have, puis là, tout devient gris, tout devient flou, on ne sait plus quel système choisir. Fait que c'est vraiment, c'est quoi l'objectif? Est-ce que C'est quoi l'objectif, les c'est. essentiels et les petits éléments qui pourraient être intéressants ou donner une certaine valeur? Exact. Mm. C'est exactement ça. Parce que puis surtout, tu sais, puis là, dépendamment là, des strates là, de logiciels et d'éditeurs, tu sais, bon, si vous faites des appels, ils vont venir, ils vont faire des démos, puis ils vont faire un beau show de canne avec vous, ils vont vous montrer toutes les belles fonctionnalités qu'ils ont. Mais est-ce que
tout cet artifice-là, puis ce tape à l'œil-là répond à vos besoins critiques, ou c'est plutôt des choses qui sont, ben oui, c'est intéressant à voir, mais on pourrait vivre sans ça. Je pense que c'est vraiment ça qui est l'important. Euh, Après ça, il faut aussi réfléchir, c'est beau l'automatisation, mais est-ce que les données sont structurées d'une certaine façon qu'après ça, moi, je vais être capable de prendre les données et de les faire parler les chiffres qui sont dans l'outil. Puis, il faut penser, qu'est-ce qui est plus important? Aller chercher de l'efficience pour être capable puis automatiser mes processus ou être capable de sortir de l'information de mon système financier ou les deux. La réponse peut aussi être les deux. Mais je pense que c'est vraiment réfléchir à c'est quoi les objectifs qu'on vise, c'est quoi nos besoins qu'on a. Puis moi, je dirais, si jamais on vous propose de faire une démo, soyez un petit peu plus directif que moins directif dans ce que vous voulez voir. Donc, n'ayez pas peur de communiquer. Ben, regarde, moi, je suis une entreprise dans tel domaine. J'aimerais ça que tu me montres un scénario de j'ai un client qui arrive, il se passe ça, 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 nous, on fait ça avec, et ainsi de suite, pour que l'éditeur puisse vous montrer vraiment quelque chose qui est pertinent pour vous, pour vos besoins. Merci, Benoît. Merci. J'espère que M. Campos a bien répondu à votre question. J'ai Oui, ben, une autre. merci. Oui, aviez-vous un ajout? Non, je juste dis merci beaucoup. OK. Merci. Merci à vous. J'ai une autre question dans le chat. Je vais te l'adresser, Benoît, mais peut-être que tu pourras la recadrer ou réajuster. Là. Elle me demande, est-ce que vous avez du succès dans l'implantation de coûts de revient dans les entreprises de services qui cherchent à améliorer la fonction de gestion des finances? En toute transparence, puis il faudrait que je comprenne un peu plus le contexte, là, mais euh, le prix de revient dans les entreprises de services, on en a vu plus il y a quelques années. En toute transparence, on faisait beaucoup de comptabilité par activité, justement pour comprendre le coût de chacune des activités. Euh, on le voit moins un peu de façon très, très granulaire. Euh, il y a, pour être totalement transparent, dans le monde gouvernemental où on le voit encore, où les anciens modèles de comptabilité par activité ont survécu. Euh, mais sinon, dans les entreprises de services, on le voit un petit peu moins, en tout cas dans la grande. Euh, Souvent, ça va être des outils parallèles qu'on va voir pour faire ça. C'est pas nécessairement dans le système cœur financier. Ça va être des outils parallèles qu'on va mettre en place pour modéliser les activités, pour arriver à calculer les coûts de service, les coûts des activités, et ainsi de suite. Qui après ça aide aussi à calculer la rentabilité client, parce que tu es capable de voir, on sait quoi le coût du service que j'offre à mon client, puis est-ce que j'ai des types de clients qui ont tendance à acheter des services un peu moins rentables, et ainsi de suite. Là. Merci. J'ai une question qui avait été posée un peu plus tôt dans le webinaire, alors que tu parlais des tendances, tu parlais d'intelligence artificielle, puis j'ai Richard Laberge qui demandait, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'intelligence artificielle implantée dans une organisation? Oui. Puis j'en conviens, l'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple d'une grande entreprise, là, mais c'est un grand manufacturier automobile. Puis c'est des collègues à moi qui l'ont fait. Puis si tu permets, Loïc, je vais peut-être prendre une minute ou deux juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, pour que les gens voient qu'est-ce que ça amène de différent de l'être humain. Okay? Puis c'est un cas de prévision financière. Okay? Quand on fait des prévisions financières, l'être humain pense tout le temps en lien de causalité. S'il se passe ça dans l'environnement économique, ben moi, je le sais que mes ventes, mes revenus vont réagir de telle façon. Fait qu'on cherche un lien de causalité. La machine, elle cherche des liens de corrélation. Fait qu'elle elle cherche pas un lien logique entre différentes choses, elle cherche juste un lien. Fait que, par exemple, est-ce que quand le prix du cuivre augmente de X, ça fait quelque chose sur moi, mon niveau de vente de mes produits, par exemple? Même si j'ai même pas de cuivre dans mes produits, la machine, elle pense pas comme ça. Elle fait juste des millions et des millions et des millions de calculs pour trouver quel lien de corrélation il existe. OK? Là, la machine, ce que tu fais, c'est que tu lui donnes un paquet de données internes. Donc, puis, la plupart du temps, on travaille avec le passé. Fait qu'on regarde le plus de données qu'on peut lui donner sur le passé de nos résultats financiers. Puis après ça, la machine, elle regarde des indices économiques externes. Fait qu'on va regarder l'indice de prix à consommation, l'inflation, les taux d'intérêt, le prix des commodités, ainsi de suite. Puis là, c'est comme si on laissait partir la machine, puis elle fait des calculs, puis elle fait un paquet de calculs.
La machine trouve elle-même les liens de corrélation. Puis pour valider le modèle qu'elle est en train de développer elle-même, elle fait des prévisions financières du passé. Puis elle dit, ben moi, si j'avais fait une prévision financière de l'année 2020, selon les corrélations que j'ai trouvées, j'arriverais à tel résultat. Puis donc, c'est très proche ou pas de ce qu'on a observé en réalité. Okay? Le modèle financier dont je parle, le manufacturier automobile allemand, a été capable de planifier les ventes par modèle automobile à 95% de précision. Okay? Fait que ça veut dire qu'en théorie, si on regarde dans le futur, on devrait avoir le même niveau de précision. C'est quand même assez impressionnant là, quand on sait que l'être humain, souvent, on va faire de la prévision financière avec la règle du pouce. Là, dépendamment des produits qu'on vend, regardez la météo, OK, ça va monter de 10%, puis ainsi de suite. Là. Fait que c'est un des exemples là, qui est assez répandu, c'est pour faire des prévisions financières. Merci. J'ai une question maintenant de Caroline Harrison. Elle dit, si mon équipe de gestion en connaît peu en finance, quels conseils leur donneriez-vous pour enrichir leurs connaissances à court et moyen terme? Ben, moi, je me tournerais vers l'équipe des finances. Parce que c'est sûr, là, il y a des cours d'appoint ou quoi que ce soit, mais moi, la première des choses, c'est que moi, je me tournerais vers l'équipe des finances. En présumant qu'on a une équipe des finances qui est en mesure de faire du partage de connaissances et ainsi de suite, là, puis qui a les aptitudes et ainsi de suite. Mais moi, ce que je trouve l'intérêt de ça, c'est que premièrement, ça ouvre le dialogue justement entre les équipes. Deuxièmement, il y a des fortes chances que l'équipe des finances actuelle a probablement déjà certains messages à passer aussi aux équipes de gestion, de comment l'équipe de gestion peut aider l'équipe des finances à être des meilleurs partenaires d'affaires. Par exemple, moi, une des complaintes que j'entends souvent, c'est impliquez-nous dès le début quand vous allez prendre une décision pour qu'on vous aide à définir comment prendre la décision, comment comptabiliser les choses. Moi, je vois ça comme une opportunité d'échange sur ce genre de sujet-là, en plus de rehausser le niveau de compétence de l'équipe de gestion. Fait que moi, première chose que je ferais, je me tournerais à l'interne. J'ai une question de Cindy Driscoll. Bientôt dans la cohorte C25. Bienvenue, Cindy. On a hâte de t'accueillir à l'EEB. Elle demande à quel moment, dans une hypercroissance, devient-il intéressant d'aller dans un poste permanent finance pour conseiller l'entreprise au lieu de firmes externes si les gestionnaires comprennent bien la saine gestion de leurs finances? Est-ce qu'il existe un chiffre magique en profitabilité qui optimise le retour sur investissement de ce genre de poste? Là, si je comprends bien, c'est une organisation qui n'a pas une personne permanente en finance. Puis qui se demande quand est-ce que ça vaut la peine. Ben, il y a différentes choses. Premièrement, il y a la quantité de travail et l'expertise qui est requise. Okay? Parce que même une petite entreprise, je veux dire, il y a certaines expertises qui est requise sur certains sujets. Après ça, moi, je regarderais justement la quantité de travail. Est-ce que j'ai assez de travail pour occuper une personne à temps plein? Oui ou non? Là, si j'engage quelqu'un à temps plein, est-ce que je vais être obligé d'engager quelqu'un qui va faire autant de la saisie de facture puis que je vais m'attendre à ce qu'elle me donne des conseils de fiscalité? Tu sais, peut-être pas. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que je suis mieux d'attendre, admettons, d'avoir une quantité de travail assez grande pour engager quelqu'un de niveau, admettons, analyste, qui pourrait faire de la saisie manuelle et ainsi de suite, puis me garder une firme conseil pour aller chercher de l'expertise peut-être un peu plus pointue. Moi, je regarderais ces deux angles-là, la quantité puis l'expertise requise. Je ne vois pas présentement d'autres questions dans le chat. Alors, je vous laisse quelques secondes pour en ajouter, puis je vais prendre le temps de te remercier beaucoup, Benoît, d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir si bien vulgarisé. En tout cas, du moins pour moi qui partais de zéro, ça a fait beaucoup de sens, puis ça a vraiment éclairci. J'espère que tu as aimé ça. Oui, beaucoup. Merci. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres. Si ça vous dit de voir nos prochaines formations, allez jeter un œil sur notre site web. On a des séjours intensifs, des parcours virtuels qui s'en viennent. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Puis, on se revoit bientôt pour un autre webinaire. Merci, Benoît. À bientôt. Merci, Laurie. Au revoir.